Alors, on reprend avec le professeur Pauline Chaste, qui est chef de service de psychiatrie infanto-juvénile à l'hôpital Necker, et qui va nous parler de l'accueil des enfants qui porteurs d'un trouble du neurodéveloppement en pédiatrie, ainsi que des particularités sensorielles. À toi. Merci beaucoup. Alors, comme je ne peux pas m'empêcher de mettre ma petite touche de trouble attentionnel, je vais faire la 4e intervention avant la 3e intervention, puisque j'avais oublié de mentionner que ça me semblait plus logique dans ce sens-là. Donc, je vais d'abord parler des particularités sensorielles qui expliquent les adaptations qui semblent indispensables pour les enfants qui ont un trouble autistique dans les services de pédiatrie. Voilà. Donc, je voulais d'abord vous parler d'un film que j'ai un peu tardé à voir en me disant que finalement, je rencontrais des enfants qui ont un autisme tous les jours dans ma pratique et que j'ai trouvé absolument fascinant. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'encourage vivement à voir le film qui s'appelle Temple Grandin, qui est la biographie de Temple Grandin, qui est une professeure spécialiste de l'élevage animal aux États-Unis. Et si vous voulez bien, je voudrais commencer par vous passer un petit film, si ça marche avec la technique. Makes me gentle. She's a different person after just 15 minutes. A different person? How can you explain that? I can't explain why the machine works, but I know it's not sexual. As Temple says, it calms her. Look, all this does is to convince me that we are not equipped to deal with Miss Grandin's needs. It makes her a better student. She's able to concentrate, to interact with others. This isn't very scientific. There is no empirical evidence. I can do an experiment. I can see how it works on other people. I can measure heart rate. I think it'll work on everyone. Let's talk frankly. I'm not sure you can get anything from being at Franklin Pierce. Listen to what she's saying. She wants to do her own science experiment, something you can evaluate in her psychology course. I have a pen and a clipboard. Time. Do you feel A, claustrophobic, B, constricted, C, no different, D, comfortable, E, relaxed? What was the one before last? D, comfortable. Yes, I'm quite comfortable. Okay. C, no different. A, claustrophobic. I guess I feel relaxed. Very relaxed. Couper là. Vous pouvez arrêter la vidéo. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas tout à fait anglophones, donc Temple Grandin avait inventé pour elle cette machine que vous voyez sur la photo, dans laquelle elle, en quelque sorte, elle se contenait et elle serrait contre elle ces panneaux de bois qu'elle avait construits. Et à partir de là, elle a fait évoluer un certain nombre de choses, y compris dans la prise en charge des animaux. Et vous pouvez voir dans cette vidéo que finalement elle l'a fait tester à la plupart à ses camarades, et que la plupart de ses camarades finalement ont répondu que ça les relaxait. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont fait l'expérience que quand ils ont un coup de mou, un coup de blues, s'ils s'enroulent dans leur couette, finalement ils se sentent mieux. Et donc, ces aspects sensoriels qui sont très particuliers chez les personnes avec autisme, je pense qu'on peut tous un peu les appréhender finalement à partir de notre propre expérience. Et il y a d'autres passages dans ce film vraiment qui expriment très très bien justement la façon dont Temple Grandin a décrit la façon dont elle voit le monde. Donc, pour revenir vraiment de façon plus théorique sur la question de la sensorialité, donc, on distingue la sensorialité proximale, tout ce qui nécessite d'être au contact de l'objet, donc le tact, l'olfaction, le goût.
la sensorialité distale, donc, dont l'objectif est de pallier à la distance de l'objet, donc la vue et l'ouïe. Et il ne faut pas oublier aussi la sensorialité vestibulaire, qui est souvent moins décrite quand on parle des sens, mais qui, chez les enfants avec autisme, joue un rôle vraiment très important, et qui est la sensorialité qui permet de donner au cerveau l'information au sujet des mouvements du corps, de la position de la tête et de la gravité. Donc, dans les troubles du spectre autistique, les particularités sensorielles sont extrêmement fréquentes, puisqu'il a été décrit que jusqu'à 84% des individus qui ont un diagnostic de TSA ont des particularités sensorielles. Et ce qui a été montré aussi, c'est que les altérations précoces du traitement tactile et de la réactivité au toucher peuvent être prédictives de l'émergence de la gravité, de l'émergence et de la gravité des traits associés au TSA plus tard dans la vie. Et donc, ça serait vraisemblablement, d'ailleurs, un symptôme précoce extrêmement important à prendre en compte. Donc, juste pour vous montrer que ça a été démontré, il y a des études qui ont montré que les personnes avec autisme avaient à la fois des scores plus importants en hyperréactivité sensorielle, avec par exemple une plus grande intolérance au bruit, intolérance aux odeurs, intolérance aux lumières fortes, comme ce spot absolument magnifique d'ailleurs en face, une plus grande hyposensorialité également, c'est-à-dire des réactions moindres à certaines stimulations sonores ou à certaines stimulations tactiles, mais aussi une plus grande recherche de sensations. Avec des enfants, par exemple, justement, qui vont déambuler de façon répétitive dans le couloir, en courant, qu'on interprète peut-être à tort, mais les témoignages d'un certain nombre d'adultes ou d'enfants qui ont un bon niveau de langage nous laissent penser qu'on n'est pas complètement à côté de stimulation vestibulaire. Et d'ailleurs, il y a un grand nombre d'enfants avec TSA qui raffolent des Osiris du parc Astérix. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés, mais moi, je ne remettrai plus jamais les pieds dans Osiris. Voilà, donc il peut y avoir vraiment un certain nombre de symptômes assez faciles à repérer si on est un tout petit peu alerté. Par exemple, la recherche de stimulation visuelle avec des jouets. Anna parlait tout à l'heure d'un enfant qui jouerait avec des petites voitures qui les alignerait. Ça, c'est plutôt le côté stéréotypé, répétitif. Ce qu'on voit vraiment très, très souvent, c'est des enfants qui vont se pencher de côté et regarder les roues des petites voitures rouler. Et donc, on voit qu'ils ne sont pas tellement intéressés par le fait de faire semblant que la voiture roule, mais vraiment par le mouvement de la roue. Et ça peut se retrouver aussi avec la machine à laver, voilà, tout ce qui roule. Et c'est vrai que ce qui est circulaire en particulier, souvent, suscite un intérêt particulier. Des enfants qui vont se boucher les oreilles aussi de façon un peu étonnante dans certaines situations. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était le bruit du téléphone portable tout à l'heure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été gênés par ce petit bruit, mais ça peut être des choses vraiment assez minimes. Et puis, à l'inverse, ça peut être le passage d'une moto extrêmement bruyante qui va venir vraiment inquiéter énormément l'enfant. Et puis la stimulation vestibulaire, je vous dis, des enfants qui vont sauter beaucoup sur des matelas, etc., courir dans les couloirs de façon itérative ou raffoler, par exemple, des balançoires. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que c'est plus fréquent dans les TSA que dans d'autres pathologies psychiatriques ou que dans la population générale, mais ce n'est pas non plus spécifique. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que quand on est dans un centre de diagnostic, on a souvent des situations un peu limites avec des enfants qui, effectivement, peuvent avoir des petits symptômes. Et quand les parents ont repéré ou quand les enfants décrivent des particularités sensorielles, il y a une tendance maintenant à considérer que c'est spécifique, que si on a ces particularités-là, ça veut dire qu'on a un TSA.
ce qui n'est pas le cas. Et ce qui a été montré déjà, c'est qu'il y a quand même des particularités sensorielles importantes aussi dans l'hyperactivité avec troubles attentionnels, mais aussi dans un certain nombre d'autres pathologies psychiatriques. Et ce qui a été montré, c'est que dans l'enfance, l'existence d'une hyper-réponse aux stimuli sensoriels, si on tient compte des traits autistiques, si on contrôle pour les traits autistiques, prédit l'anxiété et les symptômes psychotiques un an après. Donc là encore, Anna parlait tout à l'heure de l'importance d'écouter quand les parents disent « oui, bah, c'est pas comme avant ». Il y a des difficultés, bon ça a toujours existé, mais ça c'est pas comme avant. Chez un enfant qui a des traits autistiques, un autisme et qui développe des particularités sensorielles très différentes de ce qui était présent avant, il faut avoir en tête que ça peut être aussi le signe qu'il y a des complications qui se développent. Alors, ce qui a été montré aussi, c'est qu'il y a un lien entre ces particularités sensorielles et leur intensité et le niveau de langage. Moins les enfants ont de développement verbal, plus ils ont de particularités sensorielles, à la fois dans l'hyporéactivité, dans l'hyperréactivité et dans la recherche de sensations. De manière globale, les particularités sensorielles sont plus importantes chez les patients qui ont un faible niveau de langage. Il a été montré aussi un lien avec le genre, et ça me semble vraiment très important, parce que quand il y a eu vraiment cette vague d'études qui visaient à mieux définir les troubles du spectre autistique chez les enfants, filles, les jeunes femmes et les adultes femmes, ce qui est ressorti, c'est que parmi les symptômes qui pouvaient se manifester de façon différente, il y avait justement la plus grande fréquence des particularités sensorielles. Et ça a été démontré. C'est-à-dire que quand on prend des filles et des garçons dans la population contrôle, ils ont une réactivité sensorielle qui est sensiblement similaire. En revanche, si on étudie ces particularités sensorielles chez des individus qui ont eu un diagnostic de TSA, et finalement, c'est plus intense chez les patientes que chez les patients. Et donc ça aussi, je vous dis, c'est important chez le tout petit d'avoir en tête les particularités sensorielles, hyper ou hypo, mais aussi quand on est dans une situation de doute diagnostique chez une femme, ça peut jouer un rôle important. Ce qui a été montré aussi, c'est qu'il y a un lien avec l'anxiété. Les symptômes sensoriels sont corrélés à l'intolérance au changement et à l'anxiété. Alors, quand on dit c'est corrélé, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que si on regarde dans un groupe de personnes, il y a une corrélation entre les deux symptômes, c'est-à-dire que si on a plus de particularités sensorielles, on va être plus anxieux, avoir une plus grande intolérance au changement. Donc jusque-là, on n'a pas démontré vraiment de lien dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que ça peut être qu'on est plus anxieux parce qu'on a plus de particularités sensorielles et donc on appréhende le monde de façon plus difficile et donc on vit les choses moins bien. Ou alors, on peut interpréter aussi que si on est plus anxieux, on va être plus poreux à l'environnement. Là encore, j'en reviens à se rouler dans une couette quand on ne se sent pas très bien et avoir plus de particularités sensorielles. Mais ce qui a été montré aussi, c'est qu'il y a une corrélation entre l'hyperréactivité sensorielle et les symptômes phobiques, phobie des transports, de la foule, etc. Et à l'inverse, une corrélation entre l'hyporéactivité sensorielle et l'anxiété sociale, le fait d'être en retrait et très réservé. Là encore, il n'y a pas de sens dans la corrélation. Un tout petit peu décalé par rapport à l'anxiété. Ce qui a été montré en revanche, c'est qu'il y a une relation dans les deux sens entre les symptômes dépressifs et les particularités sensorielles. C'est-à-dire que les particularités sensorielles rendent plus vulnérables aux symptômes dépressifs et les symptômes dépressifs sont associés à une recrudescence des particularités sensorielles. Donc ça n'a pas été démontré pour l'anxiété, mais ça laisse penser quand même que quand on s'occupe d'un enfant qui a des particularités sensorielles, il faut vraiment aussi s'intéresser à son état psychologique et affectif, et ne pas voir les choses que dans un sens. Alors il y a des hypothèses physiopathologiques qui ont été formulées.
Alors, je ne vais pas revenir sur les hypothèses assez anciennes de défaut d'intégration sensorielle dans les aires associatives. Il y a eu des éléments pour ça. Aujourd'hui, il y a des études qui sont quand même un petit peu plus précises. Donc, j'ai pris les études les plus récentes. Et il y a des hypothèses un peu différentes, mais qui ne sont pas non plus exclusives les unes des autres, qui peuvent tout à fait se rejoindre, qui ont été proposées. Une première hypothèse, c'est qu'il y a une connectivité fonctionnelle réduite entre les réseaux sensorimoteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les neurones communiquent moins bien entre eux et que la circulation de l'information dans le cortex et dans les parties en dessous du cortex qui traitent l'information sensorimotrice fonctionne moins bien, ça circule moins bien. Et donc, il y a une coordination réduite, probablement, entre les zones cérébrales qui soutiennent le traitement tactile. Donc ça va aller depuis la partie vraiment qu'on dit primaire, qui reçoit l'information, jusqu'aux parties les plus évoluées du cerveau qui permettent la communication des informations entre les différentes parties du cerveau et qui permettent aussi de moduler l'effet de cette information. Une deuxième hypothèse qui a été formulée, c'est que le traitement du signal sensoriel n'est pas cassé, mais serait beaucoup plus variable. C'est-à-dire que là où, dans un groupe de personnes qui n'ont pas de TSA, un même stimulus donnerait plus ou moins, parce que bien évidemment, ce n'est pas toujours exact, à peu près la même réponse, chez des individus avec un TSA, il y aurait une plus grande variabilité de la réponse. Et ça a été mis en lien avec tout ce qui a été démontré sur les particularités du fonctionnement des synapses dans l'autisme. Et une hypothèse qui a été faite, c'est que le fait que les synapses fonctionnent moins bien fait qu'il y aurait une moins bonne stabilité du signal neuronal. Et donc, finalement, là où pour tout le monde, habituellement, le circuit Massy-Palaiseau Paris prend 1h40. Dans le TSA, une fois il y a des embouteillages, une fois il n'y en a pas, une fois le péage est carrément cassé. Et donc, finalement, l'information ne produit pas la même réaction dans les aires du cerveau. Une chose importante et vraiment intéressante pour la prise en charge qui a été montrée, c'est qu'il pourrait y avoir aussi une anomalie du traitement top-down. Donc même si vous n'êtes pas anglophone, je pense que vous voyez, top-down, c'est de haut en bas, c'est-à-dire des fonctions les plus élaborées du cerveau, comme l'attention notamment, par exemple. Et down, c'est tout ce qu'il y a de traitement primaire des informations, donc vraiment le traitement presque physique de l'information sensorielle. Et ce qui a été montré, c'est qu'il pourrait y avoir une influence de l'attention sur le traitement des informations sensorielles. Et donc ça, c'est important parce que ça pourrait être une voie pour aider les personnes qui ont un TSA. Bien sûr, les personnes qui ont accès à un certain nombre d'outils langagiers qui leur permettraient d'avoir accès à cette information, mais de pouvoir aider les personnes à moduler aussi l'effet que produisent sur eux un certain nombre de stimulations sensorielles par le biais de fonctions cognitives plus élaborées. Et enfin, ça me semblait important d'ouvrir aussi quand même sur les liens qui ont été faits justement avec l'anxiété. Puisqu'il y a toujours un peu cette question de quelle est la poule de l'œuf. Est-ce qu'on a des particularités sensorielles parce qu'on est anxieux ou est-ce qu'on est anxieux parce qu'on a des particularités sensorielles? Et il y a des études qui ont montré que la réponse aux stimuli sensoriels dans les régions sensorielles primaires, donc vraiment là où le premier lieu où l'information est traitée, le premier bouillon, on va dire, finalement, il y a une réponse augmentée des stimuli sensoriels dans ces aires-là. Et dans les régions qui traitent plutôt les informations qui sont en lien avec la régulation des émotions, quand on induit des stimulations sensorielles. Donc il y aurait vraiment une coactivation lors de stimulations sensorielles, de régions qui sont vraiment destinées à traiter cette information sensorielle, mais aussi de régions qui sont liées à la régulation des émotions.
Ce qui pourrait expliquer qu'on retrouve les deux types de symptômes de façon corrélée, c'est-à-dire que c'est ni les particularités sensorielles induisent, ni l'anxiété induit, mais les stimulations sensorielles activent doublement les régions sensorielles et les régions liées à l'anxiété. Et s'il y a des particularités, finalement, elles se révèlent par les deux types de symptômes. Il y a une autre étude un peu dans la même idée qui a montré qu'il y avait une hyperréactivité de la zone limbique qui est vraiment très liée, une région du cerveau qui est vraiment très liée aux émotions, à des stimuli tactiles et auditifs, en particulier quand c'est multimodal. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit plus gênant quand c'est multimodal, enfin, c'est pas plus gênant, là je fais un raccourci, mais que cette hyperréactivité soit plus importante quand c'est multimodal, ça pourrait expliquer pourquoi les patients qui ont un TSA sont plus en difficulté quand justement, comme dans le film montré par Oriane tout à l'heure, ils reçoivent des informations de toutes sortes. Visuelles, auditives, olfactives, et les situations sociales sont quand même les situations dans lesquelles on reçoit le plus d'informations sensorielles. Donc il y a vraiment vraisemblablement un lien entre les régions liées à l'anxiété et les régions liées aux informations, au traitement des informations sensorielles. Alors, ce que j'ai découvert en préparant cette présentation, c'est qu'il y avait eu aussi des études sur l'hypothèse selon laquelle les particularités sensorielles pourraient être vraiment directement à l'origine des dysfonctionnements dans les relations sociales. Ce qui est souvent dit ou communément admis sur le plan clinique, c'est que des enfants, des adolescents qui ont des particularités sensorielles sont plus souvent en difficulté dans les relations sociales parce que justement ils reçoivent beaucoup d'informations, ce qui peut être un peu épuisant et les mettre en difficulté pour traiter toutes ces informations. Mais il y a une étude très récente, puisque je n'ai pas mes lunettes, mais si je ne dis pas de bêtises, c'est 2024, qui a montré, alors c'est un modèle animal, dans des modèles d'autisme de souris, des résultats qui laissent penser que la façon dont se développe le traitement du toucher au niveau de la moelle épinière a une influence directe sur le comportement et les interactions sociales. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de parler de modèle animal, de TSA, mais ce qui a été fait depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est l'étude de souris transgéniques qui ont des mutations dans des gènes dont on sait qu'ils prédisposent au TSA. Il y a même aussi des modèles de souris qui sont considérés comme naturellement moins sociales. Donc, elles n'ont pas de mutation particulière, mais il y a probablement eu une sélection génétique qui fait qu'elles ont moins de propension à être en interaction avec leurs camarades. Et donc, cette étude, elle a utilisé plusieurs types de modèles animaux, plusieurs types de souris dans lesquels on a changé différents gènes et pour lesquels on a étudié le comportement. Et donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir vraiment un impact assez direct du développement sensoriel sur le développement des interactions sociales. Alors, c'est vrai que même si on ne sait pas dans quel sens les choses fonctionnent et si on n'est pas capable de dire si les particularités sensorielles sont à l'origine d'autres difficultés ou si elles sont majorées par l'anxiété, aujourd'hui, on s'en sert quand même comme outil thérapeutique. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le bilan sensorimoteur qui peut souvent donner des indications justement sur les chemins à travailler avec les enfants. Mais on travaille de toute façon, même sans passer par le bilan sensorimoteur, beaucoup par du matériel sensoriel. D'une part, parce qu'il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas accès au langage, avec lesquels on est vraiment plus facilement en relation avec du matériel sensoriel, mais aussi du fait de ces particularités sensorielles. Et un des axes, c'est vraiment de travailler la comodalisation sensorielle, c'est-à-dire de pouvoir travailler
plusieurs types de stimulation, enfin plusieurs types de traitements en même temps, hein, auditifs et visuels, mais surtout aussi travailler les aspects relationnels en même temps qu'on s'applique sur le matériel sensoriel. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire l'expérience de la sensation dans la relation et utiliser le matériel sensoriel pour permettre aussi la relation et faciliter la relation. Donc là, je vais vous donner un petit exemple, hein, travailler sur un trampoline en regardant dans le miroir, par exemple. Ça peut aider à travailler le fait de qui je suis moi, qui tu es toi, qui est la personne que je vois en face dans le miroir, et les sensations corporelles en même temps. Ah, pardon, non, ça c'est... parce que ce n'est pas tout à fait dans le bon ordre. Je voulais préciser une chose simplement, que je n'ai pas mise comme exemple, ça ne m'est pas venu, c'est qu'on travaille aussi beaucoup avec le fait de pouvoir permettre aux enfants d'avoir plus facilement accès à la relation après des stimulations sensorielles. Et il y a beaucoup de parents qui ont fait l'expérience, par exemple, que c'est plus facile de pouvoir échanger avec leur enfant, développer des petits jeux de faire semblant, etc., quand ils sont dans le bain. Parce que dans le bain, il y a vraiment probablement un certain confort sensoriel. Alors, je ne parle pas des enfants qui ne supportent pas les bains, hein, mais ce n'est pas non plus la majorité. Et il y a un confort sensoriel qui fait qu'on peut avoir accès à d'autres choses plus facilement, et notamment la communication. Voilà, ça me semblait important de commencer par ça pour parler ensuite de l'intervention en pédiatrie. Je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur cette partie. Non, alors je passe. Donc, une grande partie des adaptations nécessaires en pédiatrie est liée justement à ces particularités sensorielles. Il y a les particularités de la communication, dont Oriane a longuement discuté, mais vraiment l'autre aspect majeur à prendre en compte en pédiatrie, c'est les réactions de stress que peuvent induire un certain nombre de stimulations sensorielles, et Dieu sait qu'à l'hôpital, il y en a vraiment beaucoup. Alors là, je veux bien qu'on passe la deuxième vidéo. Je suis désolée, c'est en anglais aussi, hein, mais je n'ai pas trouvé de vidéo équivalente en français parce que je pense que ça n'existe pas en France. C'est un exemple, c'est un service d'urgence qui a développé une pièce spécialement destinée aux enfants avec autisme. Children's Hospital Emergency Department. I'd like to show you one of our new sensory-friendly exam rooms. In this room, we've created a sensory-friendly environment for our children to come into that have sensory needs. So the ER definitely does not have to be a scary place. There's a lot of sights, there's a lot of sounds, there's a lot of smells. But with the right accommodations, the right tools, and the right education from our staff here in the ER, we don't have to make it scary. Our main goal is to educate on procedures, teach coping skills to kind of get through your hospitalization. What can we do to empower these kids to make sure that, you know, these hard things are happening as smoothly as possible and they're not traumatized every time they come back to us? So when you arrive to the ER, there's going to be signage everywhere that says we are a sensory-friendly ER. You'll tell the triage nurse that your child has sensory needs, and they will give you a packet that then you fill out to let us know what those needs are and how we can best modify the room to make those needs met. So what we love about this room is we've been able to make a few modifications to it. We've painted it a calming blue, we've added a light dimmer, we have these carts that have been stocked with different sensory tools, so that way we can kind of modify the room to what the child needs and not to what the standard room looks like. Here in the Children's Emergency Department, we created this environment to make sure that not only just the child, but the parent have the best possible experience and also receive the best care. That's what we do here at Methodist Children's Hospital. Voilà, donc ça c'est un peu dans un monde idéal, on va dire. Après, je pense que même s'il n'y a pas de salle destinée à des enfants spécifiquement avec un TSA dans les SAU pédiatriques, il y a un certain nombre de choses quand même qu'on peut avoir en tête pour essayer de limiter le stress. Alors, d'abord, je pense que ce serait important de dire que ça devrait être le cas pour tous les bébés et enfants accueillis dans la SAU.
puisqu'il n'y a pas que les enfants qui ont un TSA qui sont sensibles au stress, mais d'être particulièrement vigilant au fait de couper le son du scope, par exemple, si ce n'est pas absolument indispensable, le fait de ne pas allumer plein phare toutes les lampes de la pièce, de pouvoir, comme disait Anna, demander si les parents ont apporté l'objet favori sensoriel, etc. De pouvoir, comment dire, pas tous parler en même temps, pas être trop nombreux dans la pièce. Il y a un certain nombre de choses vraiment qui peuvent être adaptées sans forcément passer par des investissements considérables, mais simplement en connaissant un petit peu la problématique. Alors, quand on est pédiatre dans un SAE pédiatrique, en général, quand on est en pédiatrie de manière générale, on est amené à rencontrer des enfants qui ont un TSA dans 2 circonstances. La première, c'est les soins courants, les prises de sang ou les visites de routine, les vaccins, etc. Et puis la deuxième, c'est dans les situations d'agitation, quand les enfants sont amenés au SAU du fait de troubles du comportement. Alors pour les soins courants, l'idée c'est vraiment d'avoir en tête que les soins peuvent être vraiment intrusifs pour les enfants qui ont un TSA, qui peuvent être vraiment méfiants vis-à-vis des soins qu'on va leur prodiguer, qui ne comprennent pas le contexte et qui ont besoin vraiment d'être beaucoup plus rassurés et d'avoir beaucoup plus d'explications qu'un autre enfant. Donc c'est là que les pictos effectivement peuvent avoir un intérêt quand les enfants sont non verbaux et quand les enfants sont peu verbaux, c'est vraiment important d'utiliser quelques mots pour pouvoir expliquer avant ce qu'on va faire. Le problème de l'agitation est une vraie difficulté puisqu'on ne peut pas, dans un certain nombre, faire autrement que d'avoir recours à de la contention si la situation ne parvient pas à s'apaiser, simplement justement en limitant les stimulations sensorielles et en limitant l'agitation autour de l'environnement. Et donc déjà, la première chose, quand un enfant qui a un TSA est agité, je dirais n'importe quel patient d'ailleurs qui vient aux urgences pour un motif d'agitation, c'est qu'il n'y ait pas trop de monde. On peut être facilement, dans une équipe de pédiatrie, effrayé par les troubles du comportement et être amené à faire venir toute l'équipe, au cas où vraiment il y aurait un problème. Sans se rendre compte qu'en faisant ça, finalement, on majore l'agitation, on majore le stress et on majore l'agitation. Et donc, la démarche initiale, c'est vraiment qu'il n'y ait pas trop de monde. Alors, pas être seul, puisqu'il faut quand même être en mesure de pouvoir réagir, mais de limiter le son de la voix, la conversation entre les professionnels et pouvoir créer l'environnement le plus calme possible. Limiter les lumières, limiter le bruit et puis ensuite choisir le matériel. Donc ça, c'est dans n'importe quelle situation de contention, mais un matériel adapté évidemment à l'enfant. Et ce qui peut être souvent le risque dans des situations comme ça aussi dans les SAU pédiatriques, c'est de tarder trop à décontentionner. Et le problème, c'est que dans ces cas-là, de nouveau, ça majore le stress, ça majore l'agitation. Et si vous n'êtes pas vigilant dans les premières heures à défaire la contention aussi vite que ça paraît sécuritaire pour tout le monde et possible, finalement, vous entretenez le stress, vous majorez l'agitation, et après, vous partez dans un cercle où vous allez avoir de plus en plus de mal à défaire la contention. Et donc, il faut vraiment avoir pour objectif de réévaluer extrêmement fréquemment. Alors, de toute façon, la loi oblige à réévaluer extrêmement fréquemment les contentions, mais ce qui est valable pour les services de psychiatrie est trop long. Aujourd'hui, la contention, elle doit être réévaluée toutes les 6 heures. Dans un service de pédiatrie, quand on accueille un enfant, il faut réévaluer toutes les demi-heures si la contention est toujours nécessaire. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment, pendant la contention, de pouvoir recentrer l'enfant aussi sur des choses qui l'intéressent et de pouvoir justement jouer sur l'attention pour pouvoir passer le cap de l'agitation. Ça, c'est la même. Voilà. Et de façon plus globale, quel que soit le motif de venue, une chose importante pour
l'évaluation de la détresse d'un enfant qui est non-verbal. C'est de voir s'il y a des manifestations sensorielles, des stéréotypies importantes et des réactions très vives aux stimuli sensoriels. Il y a bien évidemment le contact du regard qui peut donner des informations sur le degré de détresse. La réponse à l'appel de son prénom, est-ce que l'enfant est sensible ou pas au fait qu'on s'adresse à lui? Le rapport aux objets aussi, est-ce qu'il va utiliser les jeux de façon très stéréotypée? Est-ce qu'il paraît très méfiant? Est-ce qu'il vit les soins de façon très intrusive? Et à quel point est-ce qu'il comprend le contexte? Donc tout ça, c'est vraiment les éléments qu'il faut toujours avoir en tête quand on reçoit un enfant qui a un TSA en pédiatrie. Je crois que ça redit un petit peu ce que j'ai dit. L'idée, c'est vraiment de réduire les stimuli sensoriels, d'essayer vraiment d'avoir une idée du niveau de langage de l'enfant. Vous n'allez pas du tout vous adresser à un enfant de la même façon selon qu'il a un âge de développement langagier de 2 ans, de 8 ans ou de 14 ans. Et donc, c'est important d'avoir en tête l'âge de développement, enfin plutôt ce qu'on attend à un âge donné en termes de développement langagier pour pouvoir finalement se représenter comment on s'adresserait à cet enfant. C'est-à-dire que si on reçoit un enfant de 12 ans qui a un langage d'un niveau d'à peu près 2 ans de développement, si on se représente un enfant de 2 ans, on va plus facilement s'adresser à lui de façon adéquate. Vous n'allez pas demander à un enfant qui a 2 ans d'âge de développement forcément de vous aider à ranger. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais ça me paraît un peu tôt quand même. Donc c'est vraiment important d'avoir en tête le niveau de développement langagier. Privilégier la communication non verbale à chaque fois que c'est nécessaire et possible. Et puis utiliser du matériel sensoriel comme médiation. Et c'est là que les parents sont souvent d'un grand secours, puisqu'ils ont quand même souvent l'idée justement de venir avec les pop-up, les hand spinners ou les objets sensoriels favoris de leur enfant. Donc, le point toujours essentiel en pédiatrie, c'est de travailler avec les parents et de réfléchir à quelles sont les informations à recueillir avec les parents. Ça va être différent selon les services, mais dans un service de chirurgie, par exemple, ça va être vraiment important de recueillir les informations auprès des parents concernant l'heure du petit déjeuner, quelle est la façon dont il dort, dont il s'installe dans le lit, quels sont les objets qu'il utilise pour dormir, tout ça pour pouvoir favoriser au mieux la diminution du stress en pré-chirurgie, par exemple. Recueillir aussi les informations des expériences antérieures d'anesthésie générale. Est-ce qu'ils savent quel type d'anesthésie générale a été bien toléré ou pas bien toléré par leur enfant, puisque tous les médicaments qui sont utilisés en anesthésie ne sont pas forcément tolérés de la même façon. Donc ça, c'est vraiment un travail de chaque service après pour adapter les questions phares et les questions à ne pas oublier, qu'on ne pose pas forcément à tous les parents, mais qui vont être absolument indispensables pour un enfant qui a un TSA. Et ce qui guide finalement le choix des questions, ça va être vraiment le fait de limiter les incompréhensions du contexte, ou pour le dire à l'envers, favoriser la compréhension pour l'enfant de ce qui va se passer, pouvoir instaurer une petite routine, limiter le changement de routine par rapport à ce qui se passe à la maison et de manière générale instaurer un environnement qui est le plus familier possible pour l'enfant, même si bien sûr ça va être très essentiellement non familier puisqu'il est à l'hôpital. Ensuite, la deuxième chose, c'est que comme dans n'importe quelle situation de stress, c'est important de ne pas vouloir tout faire à la place des parents. L'hôpital, c'est extrêmement intimidant, c'est très infantilisant quand on est patient adulte, mais c'est aussi infantilisant quand on est parent. Et on a tendance à se sentir plus facilement incompétent que dans la vie quotidienne. Et finalement, si les soignants pensent que vraiment c'est eux qui savent comment il faut faire et font à la place des parents, ça va moins bien se passer
que s'ils impliquent vraiment les parents et s'ils les laissent dans leur rôle de réassurance de leur enfant. C'est un peu comme ce qu'on recommande dans le débriefing, hein, après un trauma. L'idée, c'est pas de venir absolument être celui qui rassure l'enfant, mais vraiment de rendre les parents compétents dans cette façon de rassurer leur enfant. Et puis, pour les parents que vous sentez le moins, le moins déjà vigilants à ces questions sensorielles, familiarisés à ces questions, qui ne se seraient pas encore beaucoup renseignés, etc., vous pouvez toujours les informer sur les raisons pour lesquelles vous faites comme ci ou comme ça, pour les raisons pour lesquelles vous avez adapté, les raisons pour lesquelles vous avez des pictos pour leur enfant, et leur expliquer justement en quoi le vécu sensoriel de leur enfant peut être particulier. Voilà, je vous remercie.